Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré au volume 7 des aventures de Dark Vador ou Darth Vader si vous êtes un puriste de la VO, dont on va afficher à l'écran la couverture en TPB américain que voici, mais dans le fond, le numéro devrait être sorti du côté de chez Panini également. Ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude, on rejoint Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Salut Francis, salut à tous, ça va, tranquille. Disons que pour une émission consacrée à Dark Vador, j'ai un peu la voix appropriée, on va dire. Je sais pas si ça s'entend de trop. Mais... Ouais, écoute, j'aurais pu mettre mon casque de Vader là, avec un petit modulateur de voix là, pour t'accompagner. Ouais, dans 2 jours, c'est mort, là, je peux plus parler. Ah ouais, c'est l'effet de la semaine de relâche, c'est ça? Ça va être ça. Ou alors là, tu vois, il faisait très froid pendant un moment et là, bam, il commence à faire beau, donc changement de température, là, ça m'a pris. Mais bon, on est toujours très content de parler littérature en ta compagnie, toujours. Excellent. Écoute, on y va. On va saluer avant le WhatsApp notre partenaire littérature, Star Wars Littérature Québec. On vous invite à rejoindre le groupe si ce n'est déjà fait. Venez discuter littérature, que ce soit canon, légende, et parfois on outrepasse un petit peu. Comme là, ces temps-ci, il y a la bande-annonce et les nouvelles informations liées à la série The Acolyte, je ne sais plus trop si ça va être traduit le titre, mais bref, c'est peut-être l'Acolyte. Mais bref, comme c'est lié à la Haute République, donc à la littérature, bien évidemment, ça se discute sur Star Wars Littérature Québec. Donc, venez jaser avec nous. Un petit WhatsApp, Jean? Oui. Un petit WhatsApp, un moyen WhatsApp, on va dire. J'espère que Danny m'en voudra pas trop. Voilà, parce que j'ai lu en fait un comics Legends sorti chez Dark Horse en 2013. Alors c'est un comics très très particulier. J'ai trouvé ça super intéressant d'en parler avec toi et tout le monde là en ondes. C'est un comics qui s'appelle The Star Wars. Donc The Star Wars. Et c'est en fait l'adaptation en comics du Rough Draft de George Lucas, qui date de 1974. J'en avais parlé vite fait c'était les Handmaiden, justement dans le tome 6 Dark Vador peut-être, comme quoi le concept des Handmaiden était tiré du Legends, et en fait plus que ça, d'un script de George Lucas. Et voilà, donc j'ai lu l'adaptation comics d'un des premiers scripts de George Lucas, avant que ça devienne le Star Wars qu'on connaît. Donc, en gros. Okay. Et en fait, voilà, le Rough Draft, pour info, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai fait plein de recherches là, sur ça, c'est pour ça. Donc, le Rough Draft, on pourrait traduire ça en français comme le brouillon grossier, quoi, tu vois. En fait, c'est le second brouillon de script de George Lucas après l'original, son tout premier jet, qui s'appelle The Star Wars Story, Star Wars, pardon, 2 points, Story Synopsis. Ça, c'est le tout premier jet. Techniquement, même avant ce premier jet, il y avait un autre truc qui s'appelait le Journal of the Wheels, Part 1. Déjà, il avait foutu des numéros. Et ça, c'est au lieu de Skywalker, c'était Starkiller, c'est ça? Alors, c'est plus compliqué que ça, tu vois. Je pensais que c'était ça. Et en fait, non, parce que tu as les deux. Tu verras, je vais t'expliquer ça un peu par la suite. C'est que tu as le héros, c'est un peu, Starkiller, mais Luke Skywalker est également ici, en fait. Donc, c'est vraiment au tout début, quoi, du process d'écriture. En fait, donc, d'abord, il a commencé avec ce journal des Whills, qui est en fait un couple de pages qui expliquait un petit peu le plan grossier de l'histoire, tu vois, c'est vraiment très très grossier, ce Journal of the Whills. Ensuite, il a écrit le Story Synopsis, puis il a écrit ce Rough Draft, donc qui a été adapté ici en comics, qu'il retravaillera plus tard pour donner le First Draft,
qui est bizarrement le deuxième, pas vraiment le premier, mais bon, Ouais. c'est très compliqué. Puis le second draft appelé Adventure of the Star Killer, là, tu vois. Et en plus, il avait sous-titré ça Episode 1, 2.1 The Star Wars, c'est vraiment le bazar. Et après, le troisième draft, après ça, s'appelle The Star Wars 2.1 From the Adventure of Luke Starkiller. C'est donc celui-là qui présente le fameux Luke Starkiller. Et là, la confusion. voilà. Et après ça, qui donnera le film donc, de 77 qu'on connaît tous. Voilà. Mais moi, ce que j'ai lu, donc, c'est le rough draft, donc c'est avant Luke Starkiller. Et j'ai trouvé ça excellent. Alors, je ne sais pas si c'est disponible en France. Ici en VO, on l'a chez Marvel, du coup, chez Dark Horse, parce qu'il n'a pas été réimprimé chez Marvel depuis le rachat. C'est un comics de J.W. Rinsler et Mike Mayhew. Rien à voir avec Peter Mayhew, hein, c'est le même nom de famille, Mayhew. C'est juste 8 numéros. En fait, ça présente la lutte et la survie des Jedi Bendu, ils s'appelaient encore les Jedi Bendu, anciens guerriers et architectes de la galaxie, qui ont aidé l'Empire. Donc l'Empire est gentil, entre guillemets. Et c'est rigolo de voir ça, des Jedi alliés à un empereur à la base. Ouais, c'est ça. Comme quoi, tout l'aspect, c'est une métaphore de la guerre du Vietnam et tout ça. Disons que, bon, ça a bien évolué. On va prendre et en laisser. Là. Ouais, ça a bien évolué. Parce qu'en fait, les ennemis des Jedi dans cette histoire-là, c'est les chevaliers Sith. Donc déjà, à l'époque, il avait l'intention de mettre des Sith et tout. Alors, c'est super intéressant. Donc, si on est fan de Star Wars, si on est fan du making-of je conseille déjà d'aller écouter les épisodes making-of sur Star Wars en direct de Marco et Martin, là, qui doivent mentionner tout ça, l'histoire de draft et tout. Mais ce que j'ai trouvé super cool, c'est que tu as plein de personnages. Donc, tu as le fameux Luke Skywalker, mais qui ressemble plus à un Obi-Wan. C'est un vieux Luke, tu vois, plus épisode 8, je lâche Obi-Wan, épisode 4, qui va prendre sous son aile un gars qui s'appelle Anakin. C'est pas encore Anakin, c'est Anakin Starkiller. Donc, tu vois, donc tu as des petites bribes de la trilogie, la trilogie originale qui sont là. C'est génial. Tu as le Chewie qui n'est pas encore un Wookiee, les Wookiees qui ressemblent à Zeb. Y a quoi? Mess qui n'est pas encore Mace Windu. T'as plein de noms. T'as Owen Lars, t'as Biggs, t'as Valorum qui est un Sith. Tu vois, tout est mix-up. T'as les noms de planètes aussi. T'as Alderaan qui est le siège de l'Empire. En fait, l'Empire est à Alderaan. Tu vois, c'est trop drôle. Et t'as déjà l'étoile de la mort, donc qui s'appelle la forteresse spatiale. C'est trop bien. Et t'as déjà les lightsabers qui. Alors non seulement les Jedi Bendu peuvent utiliser les Sith peuvent utiliser les sabres, mais aussi les Stormtroopers, parce que tu as un espèce de proto-Stormtrooper qui utilise les sabres. Il y avait ça sur une des esquisses de Ralph McQuarrie. Là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc c'est très cool. Tu as les Sith avec des masques très japonisants. Tu as un R2D2 qui parle, qui parle pas encore avec des bips, mais qui parle vraiment. C'est vraiment génial. Moi, je conseille vraiment The Star Wars par Dark Horse. Les dessins sont très jolis. Dark Horse. Puis est-ce que tu sais si c'est trouvable assez facilement en librairie ou juste en ligne ou... Bonne question. En VO, oui, c'est disponible, mais encore une fois, en France, faut se renseigner. Tout dépend des réseaux de distribution et sinon, la probabilité que ça soit traduit est quand même assez faible. Ouais, c'est quand même très niche, quoi. C'est vraiment... c'est pas du tout canon, quoi. C'est même pas partie du Legends. C'est même pas Legends non plus. Voilà. C'est classé dans Legends encore maintenant. C'est Legends hors univers. Voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant, voilà. Ah, c'est cool, écoute, ça donne envie d'aller voir ça, mais c'est ça, je le demandais parce que, entre autres, sur les sites où on peut lire nos comics là, directement en ligne, là, dans le fond, il y a peut-être moyen de. Fait que c'est The Star Wars, c'est ça? Voilà, THE, donc The Star Wars. Excellent. Excellent, écoute, merci pour la belle découverte. Moi, de mon côté, c'est très mollo depuis. Il faut dire qu'on fait quand même plusieurs émissions ces temps-ci. Mais dans le fond, je réécoute de temps à autre là, avec mes fils la série de Mandalorian. Cool. Il y a eu le livre de Boba Fett de Mandalorian. Et je trouve que dans plusieurs épisodes, un deuxième visionnage à froid, là, parce que même si des fois on l'écoutait 2 fois pour faire la critique, ça reste que c'est très à chaud. Là, c'est ça, le revoir plusieurs mois, plusieurs années après, je trouve qu'il y a des choses qui vieillissent quand même bien, des choses qui dérangent moins que la première fois quand des fois ça peut être des attentes déçues, ça peut être des concepts que tu dis « Ah, mais bon ». Moi, je donne toujours l'exemple de Rogue One, c'est mon film préféré de tout l'arsenal. Et au final, ma première fois au cinéma, j'avais été déçu.
Donc, c'est juste à la deuxième fois que j'ai commencé vraiment. Parce que c'est ça, il y avait trop de concepts. Tu sais, la borgoulette là, pour torturer, interroger, des choses comme ça. Que la première fois, tu fais ouais, ok. Ou c'est ça, dans Mandalorian, j'écoutais récemment avec mon plus jeune l'épisode avec Jack Black. Que, Oui. On connaît bien Jack Black. Donc là, quand on le voit la première fois, on fait ouais, ok. C'est pas ouf. Ouais. Mais bon. Ça passe mieux la deuxième fois. Au final, c'est ça, je trouve que ça vieillit quand même mieux. Qu'il y a bien d'autres concepts qui soient dans la prélogie, même dans la trilogie originale. Fait que bon, c'est ça. Je vous invite quand même parce qu'on a moins de réflexe de réécouter les séries. L'air de rien, à cause du volume, je veux dire, de la quantité, là, c'est ça, les films, de temps à autre, ça passe à la télé aussi, tout ça. Les séries télé, j'ai l'impression qu'on se dit moins, OK, je vais me retaper toute une série. Avec la quantité qu'on a, quantité de vision. Je vous le conseille, c'est quand même des très beaux concepts qui, en plus, des fois, nous échappent au premier visionnement. Pour répondre à ton interrogation, je viens de regarder là sur Amazon France et effectivement, ça s'appelle donc La Guerre des Étoiles. Je ne sais pas si ouais, on voit un petit peu. Voilà, ça s'appelle La Guerre des Étoiles par Delcourt. Donc c'est Delcourt qui a publié ça en France. Ok. C'est pas une sortie toute récente, là. Ah non. Ben non, c'est 2000. J'avais dit quoi 2000, ok, j'avais pas compris. 2013, ouais. Ok. Fait que déjà disponible même en français. C'est intéressant, voilà. Écoute. Donc, ouais. À l'époque, chez Delcourt, quand Delcourt avait encore la franchise. C'est ça, exactement. Excellent. Si je te demandais, Jean, pour les auditeurs, il y avait quoi récemment au programme? Alors, au programme, en ce moment, il y a pas mal d'émissions un peu variées, pas que de la littérature. Alors, évidemment, la littérature avec le dernier épisode, donc c'était un manga. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas critiqué un manga. Donc, la critique des 3 tomes du manga Star Wars Rebels, en compagnie de Julien, qui est sorti de pas de sa retraite, mais plus de sa... Congé paternité. Congé paternité, exactement. Donc, c'était très cool de l'entendre parler de ce manga. Ensuite, nous avons eu, donc toujours pareil, les critiques en ce moment, on est dans The Bad Batch. Donc, les derniers épisodes de The Bad Batch seront critiqués par nos équipes, donc alternativement françaises ou québécoises. Et enfin, nous avions quoi? Le Quad 9. Ouais. Le Quad 9 Star Wars, oui, dont on n'a pas encore la miniature, mais enfin un Quad 9 Star Wars live, là, qui va alterner avec les The Bad Batch, qui va nous permettre de parler de l'actualité récente Star Wars. Donc, tu le disais, il y a The Acolyte, il y a plein de trucs qui s'est passé dans le jeu vidéo, dans le cinéma, il y a plein de trucs. Plein de petites, c'est ça. La grosse nouvelle, c'est évidemment la bande-annonce puis la date de sortie là, du 4 juin pour Acolyte. Mais c'est ça, c'est plein d'autres petites nouvelles là, à côté. Donc, on vous invite à aller écouter ça. Les Quad 9 aussi, je vous invite. Là, des fois, on a tendance à, par exemple, un Quad 9, quand on réécoute des épisodes de podcast, là, des fois, quelque chose qui fait trop actualité, on a tendance à ne pas le réécouter plus tard. Mais les Quad 9, c'est quand même très sympathique. Des fois, ce n'est pas que voici telle annonce. Là. Fait que je vous invite à le réécouter, même si la date, ou en tout cas que ça fait quelques semaines que c'est passé. Sinon, dans les concepts un peu à part, on rappelle d'aller écouter le Scarif Festival, donc le Star Wars en direct musique là, récemment. C'était quand même toute une production là, de l'équipe, donc plus sous forme d'audio-drama que d'épisodes de Star Wars en direct habituels. Et il y avait un petit express aussi, ça vous ne le trouverez pas sur les plateformes de podcast, mais sur YouTube, les Star Wars en direct express. Donc cette fois-ci, c'était un unboxing du nouveau jeu Star Wars Unlimited. Sur ce, Jean, je te propose qu'on passe en hyperespace. Oui, ok, pas de souci, on y va. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et de retour de l'hyperespace. Et on a ceux qui nous écoutent en vidéo peuvent voir à l'écran la magnifique grande fille de Jean. Coucou! Je ne sais pas si elle veut dire bonjour aux auditeurs. Coucou. Et coucou. J'ai un essai normal à cet âge. Donc, ce soir, on est là pour parler de l'album numéro 7 de chez Panini, donc de la série Dark Vador, là, qu'on sous-titre 2020. C'est la série qui a décollé en 2020.
Vous remarquerez qu'on est vraiment en avance sur les Star Wars, vu qu'on vient tout juste de vous critiquer le numéro 6. Et c'est pas nous là, qui sont mêlés là, dans les. C'est vraiment la même journée en mars, il sortait le Star Wars numéro 6 et le Vador numéro 7. Donc, il y a un petit décalage, là. Surtout les Star Wars qui sont en retard, en fait. Là. Oui, c'est plus le Star Wars qui est en retard, hein, parce que le Vador, il date de décembre quand même. Donc ça... Ouais, non, le délai est quand même très raisonnable hein, du côté des traductions chez Panini. Oui, c'est très rapide. Sinon, rapidement, comme d'habitude, les specs de l'album. Donc, c'est les numéros 33 à 36 de la série là, actuelle. Mais il y a une particularité cette fois-ci, on peut le mentionner tout de suite, c'est qu'ils nous ont inséré à la fin un épisode souvenir, on va appeler ça comme ça. C'était le numéro d'apparition de Dr. Aphra. Parce que là, dans les 33-36, Vador retrouve Aphra. On va en parler sous peu. Donc là, c'est ça. Je ne sais pas là, qui a eu l'idée. Là, mais bon, autant dans le TPB américain que c'est ça dans l'album de Panini, on a une reprise d'un numéro que vous avez déjà si vous avez la série de 2015. Donc de Kieran Gillen et Salvador Larroca. Donc c'était le numéro 3 en passant là, de la série de 2015. Fait que celui-là, on va passer vite dessus aujourd'hui, là, dans le sens que il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, comme à l'habitude, pour un 5 numéro, on est dans le 19 €. Chronologie, on est en même temps que les autres séries, donc en plus 3, entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Sorti le 20 mars 2024 au scénario, c'est Greg Pak, qui est là depuis le début en 2020. Et au dessin, Adam Gorman et Raphaël Lenko, selon les numéros. Et aux couleurs, Federico Bli. Puis en couverture, on a comment on prononce ça? Linil. C'est Francis. C'est Francis. Ben, Francis ouais, on va dire Francis. Ça, c'est facile. C'est la partie facile. Mais Linil, Francis, c'est Go. C'est bien ça? C'est tout petit là, dans mon écran. Je suis désolé. Mais c'est deux noms en plus. Bon, un peu étrange. Fait Linil, Francis, You. Voilà, et Sonny Go. Donc, dans les deux cas, il y a un nom très occidental, tu sais, Sonny puis Francis, mais le nom de famille fait plus asiatique ou dans ton coin, Jean, là, ça fait très Vancouver comme nom de famille. Oui, non, c'est complètement asiatique, ouais. You, c'est très chinois. Excellent, fait que, puis ben c'est ça, évidemment l'album n'a pas encore traversé l'océan Atlantique, mais voilà, c'est la suite hein, du Dark Vador numéro 6 qu'on avait critiqué, là, donc comme on voyait déjà sur la couverture, du numéro 6. Et comme on voit, par exemple, sur la couverture qu'on a choisie pour l'épisode d'aujourd'hui, donc, on est encore dans les histoires avec les, comment on dit en français, les handmaiden, les servantes. Hein, c'est ça, les servantes de Padmé, les anciennes, donc, Sabé en tête, là, mais bref, il y en a d'autres. Donc, voilà. Jean, si tu peux nous résumer, comme on disait, là, c'est 33-36, c'est juste 4 numéros. Le 5e, c'est ça, là, vraiment, on va passer très rapidement dessus. Qu'est-ce qui se passe dans cet album-là? Alors désolé, il y a un gros bruit là en ce moment. Je ne sais pas si vous l'entendez, ça m'embête beaucoup là. J'espère que ça n'a pas gêné l'écoute. Non, c'est raisonnable, je dirais. J'ai l'impression qu'on n'entend pas tant. Oh là, je ne sais pas si c'est un voisin qui commence à faire les travaux là. Mais bref, en tout cas, ouais, tiens, pour rebondir sur le fait qu'il y ait un numéro bonus entre guillemets, c'est ma théorie, c'est qu'en fait là nous sommes donc dans le tome 7. Sachant que le tome 6 finissait un petit peu vite fait, hein, tout ce qui était event lié à Kira et son Crimson Dawn, quoi, Crimson Reign et Hidden Empire, tout ça. Et le tome 8 sera consacré, donc, de Dark Vador, sera consacré à Dark Droid. Et entre-temps, ben, il y avait du temps, quoi, il y avait quelques arcs à développer. Donc, comment il s'appelle? L'auteur a terminé l'arc, on va dire, de Greg Pak, voilà, a terminé l'arc des Handmaiden, comme tu disais, et pour moi, c'est des fillers, hein, les numéros avec Aphra. On verra le deuxième arc de ce tome-là est consacré à Dr. Aphra, et ce qui se passe avec Aphra et Vador, c'est tellement anecdotique que je prends ça comme des fillers en attendant la suite et Dark Droid. Et comme dans Dark Droid, évidemment, les droïdes de Aphra, les fameux deux, les triple 0 et BT-1 ont vraiment un rôle à jouer. C'était pour peut-être rappeler les lecteurs qui n'ont pas rencontré ces droïdes depuis très longtemps, leur remettre dans le bain à la fois Aphra, à la fois ces droïdes-là, et pour les préparer à Dark Droid, en fait. Je pense que ça. Et pour compléter un tome qui serait sinon à 4 numéros qui est très, très. Ça arrive jamais d'avoir un numéro si peu. Peut-être en jeunesse. On a les numéros de 4 numéros,
Mais en adulte, on a très rarement de numéro de 4 numéros. Donc, ouais, ben, tu vois, dans le numéro 6, justement, que je tenais là, tout à l'heure, ça en était un là, de 4 numéros. Là. Fait que c'est, on se le cachera pas, c'est en termes de rapport quantité-prix, c'est là qu'on se fait le plus fourrer. Là. Ah oui, non, le tome précédent, c'était que 4 numéros aussi. Ouais. Bah, tu vois, j'avais oublié. Ah ben, comme quoi. Non, je sais pas. Bah, alors, du coup, c'est juste le fait de relancer, rappeler au lecteur qui sont les droïdes, qui est Aphra, j'imagine. Quoi. Moi, ça m'a fait plaisir hein, de relire ça, même si ça m'a surpris d'abord, mais bon, au final, ça m'a fait plaisir de voir. Non, mais tu as raison, souvent, c'est plus réservé aux mini-séries là, qui ont juste 4 numéros. Oui, 4 numéros. Donc voilà. Donc, résumé spoiler. Donc, dans le tome précédent, le tome 6, pour le coup, Sabé avait rejoint donc, pour de bon Dark Vador et l'Empire, abandonnant ses amis Handmaiden. On avait aussi laissé un Vador très énervé hein, sur la dernière page du tome 6, qui était en train de détruire son propre vaisseau à coups de force. Il était très, très énervé là. Et là, on reprend. Donc, on reprend, numéro 33 de tome 7, donc, on reprend sur Coruscant, où tous les forces sensitives, donc notamment l'administrateur Moore, mais surtout l'empereur, qui ressentent tous un burst de pouvoir énorme, une énorme vague de force comme ça. Et également donc Vador dans l'Exécutor, dont la perturbation le rend vraiment incontrôlable et lui fait vraiment détruire le vaisseau. Sabé, qui est sur place, essaie de le contenir, mais il va se retrouver éjecté dans l'espace. Sabé va le récupérer en navette impériale, là, et puis ils vont partir loin, loin de l'Exécutor, car Vador est toujours en crise. Quoi. Il a vraiment des crises de force push, si tu veux. Ils vont se cracher sur une planète, et là encore, Vador va devoir se confronter à son passé. On sait que Greg Pak aime bien ramener quelques flashbacks de Vador, et il aime bien jouer avec les flashbacks. Ça va être l'occasion de ramener plein de flashbacks pour Vador. Et voilà, donc ça. Donc on aura des flashbacks de sa mère, évidemment, le Temple Jedi, qui rencontre dans l'épisode 1, mais qui massacre aussi dans l'épisode 3, Padmé, évidemment, on ne peut pas passer à côté de Padmé. Ensuite, donc Sabé aussi, hein, d'ailleurs, Sabé va aussi, tout comme Vador, avoir des visions de son passé qui vont se mélanger un petit peu à celles de Vador, mais qui ne seront pas vraiment des visions de son passé, vraiment, c'est vraiment des visions un peu fantasmées, on va dire. On va avoir une espèce de Sabé Stormtrooper qui lead l'Empire face aux rebelles de Leia, par exemple. Donc ça, c'est vraiment plus des visions fantasmées, plus que des vraies visions, on va dire. Donc Vador va devoir lutter contre ces pulsions de force, mais il va peu à peu regagner le contrôle. Hein. Il va récupérer une espèce une épave de vaisseau pour s'échapper de cette planète-là. Et vite fait, un groupe de mercenaires va aussi en profiter pour attaquer Vador, le voyant affaibli. Mais il va se faire massacrer. Hein. Les mercenaires vont se faire massacrer par un Vador complètement déchaîné. Sur Coruscant, donc l'empereur explique à Moore et à nous, lecteurs, hein, que ces vagues de force sont liées en fait à la destruction de la Fermata Cage, la fameuse Fermata Cage, la prison site liée à Kira et Eden Empire. Je ne sais pas si tu voulais rebondir dessus. Non, mais c'est ça. On en a déjà parlé, c'est ça. Dans l'épisode Eden Empire, amplement, dans l'épisode Aphra, tout récemment. Là, oui, c'est vrai. quand même beaucoup. Là, donc, c'est ça. Moi, c'était quand même sur la station Amaxine. Hein, donc, comme j'adore cette station-là, ça a donné quand même des belles choses. Mais effectivement, quelqu'un qui commencerait la lecture de la série avec cet album-là serait un peu perdu. Confus. Donc voilà, l'empereur explique aussi que plus un forceux est puissant, en fait, comme Vador ou l'empereur, mais plus les effets sur eux sont difficiles à contrôler. Alors l'empereur, lui, est tellement surpuissant, il n'a aucun mal à accuser le choc. Moore, par contre, étant très très faible, elle n'a pas été trop affectée. Hein. Mais Vador, lui, étant ultra puissant, mais encore un petit peu perturbé, pour lui, le choc est très violent, et c'est pour ça qu'il perd un peu le contrôle. Quoi. Ensuite, on retrouve avec surprise le docteur Aphra, enfin surprise, pas vraiment si tu regardes la couverture du tome, mais j'avoue que ça m'a surpris de la revoir là. Docteur Aphra qui joue au sabak dans une cantina sur une planète quelconque en compagnie de Hochi de Bestoun. Vador va la retrouver et on se rappelle, sa dernière rencontre avec le Seigneur Noir des Sith a été plutôt violente. Elle flippait rien qu'à l'idée de le revoir parce qu'elle a réussi à le berner en fait. Elle a berné, s'est échappée à la Aphra et voilà, donc elle pensait plus jamais le revoir. Elle a un manque de bol. Elle pense vraiment se faire exécuter par Vador. Hein. Mais non, il va à nouveau lui demander de l'aide, comme par le passé. Elle va devoir l'aider à retrouver un artefact, en fait, un espèce de bouclier fait de Kyber Crystal, qui lui permettrait de canaliser ces afflux de pouvoir qu'il a constamment. Donc, au moment où il pense qu'il va exécuter Aphra, après avoir obtenu ce qu'il voulait,
donc le fameux bouclier, mais un groupe de droïdes arrive et attaque. Voilà. Donc ça nous amène au dernier numéro de ce tome, le 36, qui est un numéro qui nous est raconté de manière plutôt originale. Il y a 2 temporalités en fait. On a une temporalité du point de vue des droïdes, un espèce de groupe de droïdes qui commence leur révolte en fait, et qui sera le cœur de l'événement Dark Droids dans le tome suivant. Ces droïdes sont pour beaucoup des droïdes qui ont croisé déjà la route de Vador et qui sont fait massacrer et détruire par lui en fait, puis réassemblés. Donc là, ils vont fomenter une espèce de rébellion contre Vador. Et l'autre temporalité, c'est la temporalité du présent, avec Vador, Aphra et Ochi, qui vont affronter donc cette fameuse armée de droïdes. Donc on a des alternances entre le point de vue des droïdes qui font ce plan d'attaquer Vador et le plan complètement en train d'attaquer Vador et Aphra, tout ça, quoi. Donc voilà, et tout ça se termine sur Vador qui va évidemment s'en sortir. On rappelle, on est toujours situé entre l'épisode 5 et 6. Et il va même réussir à rassembler une petite armée de robots, de droïdes, pour combattre cette insurgence droïde. Voilà, ça nous laisse sur ça. Et ça nous amènera... Le fléau. Dans la traduction, là, ils appellent ça le fléau. Le fléau, voilà. Donc voilà, et ça finit un petit peu l'arc d'Aphra, comme j'aime l'appeler, les 2 numéros d'Aphra. Et ensuite, comme tu le disais, donc petite particularité, on a donc le fameux numéro un petit peu anniversaire, enfin un rappel par Kieron Gillen et Salvador Larroca de la série Dark Vador de 2015 qui présentait la toute première apparition dans le canon, mais la première apparition ever de Dr. Aphra et de BT-1 et de 000, qui sont les 2 fameux droïdes tueurs de Aphra. Je dis de Aphra, mais qui ont suivi un petit peu le run de Aphra dans Dark Vador, puis Aphra dans ses propres séries. Et non, alors rien de bien folichant à résumer, c'est juste la toute première rencontre entre Vador et Aphra. Vador qui va demander à Aphra de rallumer ces droïdes-là. Et voilà, et on se rappellera dans ce run-là, Vador utilisera ces droïdes pour, pareil, fomenter une petite armée pour combattre l'empereur. Parce que là, dans cette série-là, on se rappelle entre l'épisode 4 et 5. Et à ce moment-là, Vador est encore beaucoup testé par l'empereur. Et lui va essayer de trouver des fonds pour monter une droïde army pour combattre l'empereur, en fait. C'est un petit peu ça, l'arc de Vador à cette époque-là. Ouais, puis pour rappel, cette fameuse rencontre-là, Vador-Aphra, on l'a eu aussi dans l'audiodrama qui s'appelait tout bonnement le Docteur Aphra, et que c'était une reprise un peu de la série comics, mais pas que. Il y avait quand même beaucoup de plus-value de scènes ajoutées, tout ça, et la plupart du temps, on était du point de vue d'Aphra. C'est comme si elle écrivait ses mémoires, là. Donc c'est elle qui dictait les événements, fait que considérant le caractère très rocambolesque, on va dire, d'Aphra. Ça donnait un audiodrama comique par moment, puis en tout cas, c'était vraiment quand même intéressant de voir l'histoire comme ça racontée par Aphra. Fait que ceux qui ne l'auraient pas pris, ça avait passé un peu inaperçu. Moi, j'avais bien aimé. Fait que l'audiodrama Docteur Aphra, je vous invite à écouter ça. Excellent. Ben écoute, restons justement au niveau du scénario. Évidemment, comme tu disais, on est un peu... c'est 2 arcs assez distincts. Les 2 premiers numéros, c'est vraiment la fin ou la conclusion, la transition de ce qu'on avait avant. Puis, par la suite, tu as raison, c'est un peu la mise en situation de ce qui va suivre avec Dark Droid. Fait que si on y allait commencer par le premier arc là, avec les Handmaiden, les servantes. D'accord. Moi, je te dis d'emblée, tu me diras ta réaction. Moi, je te dis d'emblée, là, il faut que ça finisse. Là. Il faut que ça aboutisse. Là, ça suffit, là. Ça donne des moments intéressants quand même visuellement, les fameux flashbacks, les choses comme ça. Mais je trouve que là, après, on est rendu à quoi? 30 numéros là, à ce moment-là, 33. Ça commence à faire beaucoup. Là. Je comprends qu'il s'est inséré là-dedans, tous les événements, là, et Don Empire et compagnie. Mais bon, ça fait quand même depuis 2020. On est rendu en 2024, qu'on est sur la même, le même, comment dire, intrigue initiale, là, qui est le retour de Sabé aux côtés de Vador. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que je me rappelle ta critique du tome précédent. C'était qu'on avait 4 numéros sur Sabé, et pour toi, c'était limite trop long. Ouais. Et oui, tu as raison, tu as complètement raison. Ça fait depuis le tome numéro 1, donc le tome 1, que Sabé est revenu, les Handmaiden aussi. C'est cool de les avoir, tout ça. Mais moi je t'avoue que j'ai un petit fait pour Sabé. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup les Maiden. Ouais. Et donc, là, on a la conclusion de l'arc. On a donc enfin la raison du pourquoi Vador détruisait le vaisseau dans le tome précédent. Donc voilà. Après, moi, j'ai trouvé la lecture de ces 2 premiers numéros, mais extrêmement rapide. D'ailleurs, je pensais pas qu'on aurait pu enregistrer encore aujourd'hui. J'étais assez busy. Mais en fait, la lecture des 2 premiers numéros, je suis en fait, il y a
très peu de texte, très peu de dialogue. C'est beaucoup d'action, beaucoup de destruction, surtout avec un Vador qui détruit tout et Sabé qui essaie de l'arrêter. Donc, les flashbacks aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de, y a pas de dialogue. Voilà, les flashbacks sans dialogue. Donc, on sent bien que c'est, comme tu dis, des numéros filler un petit peu à l'animé, là. Qui servent à patienter avant Dark Droid, quoi. Mais moi, ça reste, comme tu dis, il y a des passages relativement intéressants. On continue donc d'explorer la relation Vador-Sabé. Et Sabé, alors c'est pareil, Sabé qui va essayer encore une fois de sauver. Elle veut sauver Anakin, hein, parce qu'elle appelle d'ailleurs toujours Anakin. Elle pense pouvoir vraiment le ramener du côté lumineux, en mémoire pour Padmé, tout ça. Mais voilà, Greg Pak il est obligé de passer après, d'utiliser de nombreux flashbacks. Alors, contrairement au premier tome, là, tu te rappelles les tomes 1, 2, 3, peut-être, de Dark Vador, où il réutilisait des flashbacks de films qu'on connaissait par cœur. Là, c'est des flashbacks un peu plus originales, c'est des visions un petit peu originales. C'est ça. La rencontre. Des vrais événements. Voilà, c'est pas vraiment des vrais événements. Et moi, j'ai beaucoup aimé, justement, la rencontre entre Padmé et Luke. Donc, Luke et sa mère, tu vois, qui a été une surprise, quand même. C'était sympathique, même si ça mène à rien. Hein, voilà, encore une fois, c'est une vision fantasmée de Sabé, en fait. Mais mixé à celle d'Anakin. Mais j'ai bien aimé voir, tu vois, j'aurais bien voulu savoir ce que, tu vois, un what if sur si Padmé est encore vivante et avait élevé Leia et Luke en mode maman, quoi, comme ça. Écoute, qui sait. Voilà. Mais non, bon, pas vraiment intéressant, cet arc-là, mais content que ça se conclue. Mais malgré tout, ça nous a donné quelques jolies les pages entières, les splash pages, là, les fameuses, quelques belles scènes de destruction, un Vador assez stylé là, avec un espèce de bâton qu'on voit sur la couverture là, que je trouve assez cool. Ça change un petit peu de voir se battre avec autre chose qu'un sabre laser. Bon, voilà, c'était juste ça. Oui, j'ai noté aussi la Sabé avec son casque de Stormtrooper un peu stylé. C'est un espèce de casque ouvert, donc qui permet de voir son visage, qui ressemble quand même à un casque de Stormtrooper. Donc c'était rigolo. Donc moi j'ai bien aimé cet arc là, sans plus, tu vois. C'est sympathique. Voilà. Parfaitement d'accord avec toi. En fait, c'est juste que c'est pas une vraie conclusion de l'intrigue avec Sabé. En même temps, c'est pas comme si on fermait une porte puis on sait qu'on passe à autre chose. Fait que moi, il y a ça qui m'a un peu déçu. Puis sinon, comme on disait, c'était dans l'album, à la fin de l'album précédent, qu'elle abandonnait, entre guillemets, là, les autres servantes, là, où elle choisissait, on va dire, de rester aux côtés de Vador. Fait que j'ai senti que ces deux numéros-là servaient absolument à rien en termes de continuité là, avec ça qui était. Ça, c'était l'événement. Ça, c'était vraiment une espèce de fermeture de porte. Puis là, on a deux numéros qui servent comme à rien. Mais bon. Mais tu as raison, c'est très, très. Moi, ça m'a rappelé c'est tellement très dans l'action, puis ça se lit vite, tout ça. Ça me faisait penser à Vador abattu. Je ne sais pas si tu te souviens du crossover, justement, de 2015-2016. Fait que c'est ça, là, ça pète de partout. Vador, il se fait attaquer, etc. Fait que, c'est vrai, c'est un peu ça, sur une planète. C'est exactement la même chose, maintenant que tu le mentionnes. Sur une planète il s'écrase, cette fois-ci, c'est avec Sabé. Il se fait attaquer, tu vois. Et un autre truc, c'est qu'on n'a pas la conclusion, tu disais, de Sabé. En fait, lui, il s'en va de cette planète, il ira trouver Afra juste après, grâce à son vaisseau qu'il récupère dans l'eau, là. Mais techniquement, Sabé est toujours là, et si je me rappelle bien, elle est toujours sur l'île perdue toute seule, quoi. Et en fait, l'empereur, enfin, Moore ou peut-être Ameda, je sais plus, demande à l'empereur, va falloir envoyer des troupes sauver. Et l'empereur dit non. Je sais plus, il y a une espèce de dialogue qui sous-entend qu'en fait, il veut laisser Sabé où est-ce qu'elle est, quoi. Il s'en fout, lui, là. C'est juste Vador qui l'intéresse. Donc, je me demande si Sabé est là, sur cette île perdue, quoi. Je sais pas si on la retrouvera après. Elle va survivre, c'est une grande fille. Oui, voilà. Puis effectivement, après, on passe aux deux numéros sur Afra. Fait que je suis d'accord avec toi, il y avait un petit côté un peu OK, c'est-tu un annual? C'est tellement une histoire. C'est tellement tout à coup, OK, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi, juste la couverture, je me disais, OK, on est vraiment comme dans un annual. Les annuals, souvent, c'est des histoires complètement hors chronologie. Là, mais non, on est au présent, donc c'est vraiment effectivement Vador qui retrouve Dr. Afra, en fait, c'est Hoshi de Bestoun. Fait que c'est sûr que dès qu'on le voit, on a compris que Vador n'est pas trop loin. A été repéré. Là. Hoshi qui sert en passant, encore une fois, strictement à rien. Il fait encore là, plusieurs fois, il se fait tirer dessus, il se fait frapper, etc. C'est vraiment une blague, ce personnage-là. Dans un sens, c'est dommage.
Mais ouais, c'était quand même intéressant, comme tu dis, Afra qui est certaine que là, son heure est venue, puis que, bon, voilà, elle va crever là. Puis finalement, on voit encore là des flashbacks, là, dans le sens où Vador, encore là, lui demande son aide, alors qu'elle pensait qu'il allait l'exécuter. Donc, voilà. Mais, écoute, au final, je suis d'accord avec toi, c'est relativement filler, c'est vraiment pour mettre la table pour ce qui suit. Sans qu'on soit tout de suite plongé dans l'histoire du Scourge, là, le fléau là, des Dark Droids. Fait que sinon, comment t'as aimé ces deux numéros-là? Évidemment, il y a Afra, tu me connais, moi, retrouver ce perso, qui plus est dans la série Dark Vador, ça m'a fait énormément plaisir, quoi. J'adore, je suis un gros fanboy. En plus, là, tu vois, je sais pas ce que tu en as pensé, mais la Afra qu'on trouve dans ce Dark Vador-là, c'est la Afra un peu plus unidimensionnelle, j'ai noté là, de la toute première série Afra de 2016, justement, qui est moins profonde psychologiquement que ce qu'a apporté Alyssa Wong depuis 2020 avec toutes ses relations avec ses ex et machin. Là, c'est vraiment l'Afra juste smuggler / archéologue, un peu plus simpliste. Puis ça va être justement une histoire d'archéologie. Donc, voilà. En plus, voilà, tu le dis, voilà, côté archéologique, c'est super sympa, même si, voilà, c'est ultra facile. Hein. Enfin, voilà, Vador arrive, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un artefact, ok, on y va, ils vont au temple. Ouais, c'est vraiment là, comme acheter quelque chose en ligne, là, puis récupérer au magasin. Ouais, voilà. Il n'y a pas vraiment l'adresse, là, ok, on y va, on prend ce qu'on est venu chercher, on repart. Ouais. Tu parlais de Ochi de Bestoun. Moi, j'ai beaucoup aimé les dialogues entre Afra et Ochi, d'autant que Ochi, il se fait constamment bolosser par Afra, donc moi je trouve ça très très drôle parce que oui, comme tu dis, Ochi, c'est juste une blague, quoi. Aucune autorité. Aucune autorité. D'ailleurs, moi j'ai rigolé quand Afra, tu sais, quand ils arrivent dans une espèce de puits, donc le temple c'est une espèce de puits en profondeur, et puis ils regardent tout ça d'en haut, ils disent oh là, il y a peut-être des pièges dans le temple et tout, et Afra va le pousser carrément Ochi dans le temple pour actionner tous les pièges, donc il va se prendre tout dans la gueule. À l'écran, là, Voilà, et donc ça c'était très très drôle. Et avec un peu de méta Ochi, pour moi, il me fait penser un petit peu au Deadpool de l'univers Marvel. Il sort, tu sais, quand Afra, elle arrête pas de parler, elle a tchatch un peu comme moi, tu vois, elle arrête pas de parler. Et puis t'as Ochi qui sort un petit dans sa petite bulle à côté, et on dit que c'est moi qui parle beaucoup, tu vois, quand il voit Afra faire sa pipelette, alors que lui. La seule chose dommage, par contre, c'est que c'est un personnage qui au niveau des romans, t'es beaucoup moins farfelu. On l'a pas eu beaucoup, mais on l'a eu entre autres dans c'est Shadow of the Sith. Ouais. Il était beaucoup plus menaçant là dans celui-là. Moins des Sith, qui c'était pas diamétralement opposé, mais c'était quand même beaucoup moins caricatural là, que ce qu'on a dans les comics. C'est ça, c'était plus sérieux. Ses intentions étaient très assez noires. Fait que ouais, c'est ça. C'est un personnage, je trouve, que Greg Pak devrait abandonner. Là. Oui, complètement. Je trouve qu'il n'a pas trop bien écrit ce personnage-là. Hein. Les fans, s'il y en a, de Ochi, quand il a ramené dans le comics, après l'épisode 9, donc, et en attendant le roman dont tu parles, le début, ça allait encore limite. Il est très très vite tombé dans une espèce de blague, quoi. Que c'était un peu le porte-parole d'un Vador qui parlait jamais. Et c'était vraiment, vraiment chiant, parce que Vador a eu son droïde qui parlait tout le temps. À la limite, il a eu Afra dans sa première série, Dark Vador. Il y a tout le temps un personnage pipelette à côté, et je sais pas, Ochi, ça marche pas. Je préfère, comme tu dis, un Ochi plus menaçant, plus dangereux dans le roman, là, qui était très très bon là, par contre. Donc, voilà. Et par contre, le dernier numéro, donc l'introduction à Dark Droid, en fait, qui est un peu le dernier numéro là, le 36. Donc pourquoi pas, même si vous le verrez dans notre critique du tome 8, moi Dark Droid c'est pas un event que j'ai plus adoré que ça, quoi. Donc oui, pour expliquer un petit peu le début de l'insurgence droïde, pourquoi pas. C'était un peu, voilà. Moi, on revoit 000 et BT-1, donc ça fait un peu plaisir. J'aime beaucoup ces droïdes là, mais ça reste pour moi le numéro le plus faible, le dernier, je t'avoue. Ouais, c'est vraiment un numéro de transition là, qui c'est ça, pour la série Vador sert, parce que tu sais, même BT, je comprends, t'as raison, les gens qui les ont pas connus à la limite pour les réintroduire, fait que c'est peut-être à cause justement que moi je m'en souviens très bien là, c'est qui. Bon, c'est peut-être pour ça là, que je voyais pas l'intérêt, mais écoute, c'est quand même des personnages que j'ai toujours bien aimés. Là, donc, Et c'est ça, comme on disait, le dernier numéro, là, c'était tout simplement le numéro de Kieron Gillen. Mais tu as raison, c'était une Afra très proche de ce qu'on a là, par Greg Pak. Donc, c'est vrai, beaucoup moins, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins
creusé que dans les séries Dr. Aphra, là, où est-ce qu'on a tous ces triangles et je sais même plus comment dire, carrés ou pentagones amoureux. Ouais. Fait J'avoue que ça manque un peu, mais bon. Pour ceux qui aimaient la Aphra de la première série, c'est cool de la retrouver là, quoi. Ouais, Puis c'est ouais. que des numéros, donc. Et ouais. Moi, c'est Excellent. bien, ça rappelle un petit peu. Ça Ouais, rappelle ouais. un petit- oh, excuse-moi, ouais. Ça rappelle aussi donc le dernier numéro là, donc le numéro bonus entre guillemets, le Aphra du début. Mais ce qui est sympa, c'est que dans le numéro d'avant ou celui d'avant, le 35, le premier numéro Aphra, je dirais, il y a cette fameuse page rappel où Aphra mentionne au lecteur / à Vador ce qu'elle a fait pour lui. Et c'est pareil, ça rappelle toute la série Aphra de 2016 en 3 cases, tu vois. Donc, elle a réveillé les droïdes, elle a aidé à faire une armée droïde, et elle a aidé à récupérer donc l'argent pour se monter l'armée droïde. Voilà, c'est un peu son but, son rôle. Leg. Voilà. Excellent. Côté graphisme, dans le fond, là, on en a deux. Si je me souviens bien, Oui. c'est on commence avec Adam Gordnam. Écoute, je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé que ça faisait tout un clash quand même avec l'album précédent. Je peux montrer quelques planches là, à l'écran. Il y a des fois que ça paraît pas trop. Tu sais, selon, par exemple, sur l'armure de Vador ou quand on est sur des vaisseaux. Mais quand on est sur les visages humains, là, si je prends des images avec Sabé, vous voyez que là, on a changé de morphologie de visage. Ils ont changé l'actrice. Ouais, carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. Tout ce qui est Vador est très très bien dessiné, les vaisseaux, il n'y a pas de souci, les scènes d'action sont relativement dynamiques, c'est très bien. Mais ouais, les visages, notamment Sabé, un petit peu vite fait de Moore et de l'Empereur, et encore à la limite, je trouve l'Empereur plutôt bien fait. Mais Sabé, on ne reconnaît pas du tout. C'est Keira Knightley, hein, si je me rappelle bien, dans les films, normalement, hein. Enfin, dans le film. Oui, celle de Pirates des Caraïbes, là, c'est ça? Ouais, je crois que c'est elle, hein, c'est Elisabeth, mais là, tu la reconnais vraiment pas. Et d'une case à l'autre, parfois, tu as des morphologies qui changent vraiment énormément. Là, par contre, c'est pas sa force. Voilà, les visages, c'est pas sa force, mais tu vois, la page que tu as mis juste avant, là où tu vois Sabé un petit peu possédé là, dans sa vision, du moment que le visage est caché, en fait, là, ça passe bien. Là. Tu vois, ça passe bien, la proportion est bien. J'ai beaucoup aimé ces splash pages, là, notamment les pages où Vador pète un câble et il y a une espèce de vague de force. Mais tu vois, là, visuellement, tu vois une espèce de les traits un petit peu à la manga aussi, voilà, tu vois, cette espèce de push, de force push là que j'aime beaucoup. La façon dont il a de découper le vaisseau des mercenaires là à la fin du numéro, il est où la page là. Voilà, bien joué. Ah là, je trouve ça énorme. Bon après, tu me diras, tu vois les fonds, les fonds c'est pas trop son fort aussi. C'est un peu vide. Voilà, c'est un peu vide. Tu me diras, il est dans l'espace dans le premier numéro. Il est sur une plage désertique, enfin une île désertique. Sur le deuxième numéro, il n'y a pas grand fond à dessiner, mais bon, je trouve c'est un peu vide, tu vois, derrière, il n'y a vraiment que du ciel. Mais les destructions sont dynamiques, on peut dire ça, là, tu vois, la pose avec un Vador. Voilà, ça pareil, avec son espèce de stick, là. Je sais même plus d'où il sort ce stick, là. J'avoue que je ne me rappelle plus du tout, là. Je me souviens plus non plus. C'était pour remplacer justement, vu qu'il n'arrive plus trop à contrôler la force là, depuis l'activation de la cage. Là, mais je me souviens plus s'il est là dès le départ ou si je sais plus. C'est cette planète-là qu'il récupère, bref, bon. Ouais. Ah mais ça pareil, là tu vois, la page que tu mets, c'est là quand les forces push lui arrachent la peau vraiment de ses membres et du coup là il se retrouve avec ses mains mécaniques là. C'est un peu stylé quand même, tu vois, un peu stylé. Ouais, il y a des très belles choses. Ouais. Donc Goram, pardon, Adam Goram, c'est pas le best et tout. C'est son premier essai dans la galaxie Star Wars. On le reverra plus tard dans d'autres tomes. Il a fait quelques autres numéros de Dark Vador, mais plus tard dans le numéro 40 et quelques. Mais voilà, bon, c'est pas du Georges Gentil, on n'est pas à ce niveau-là. Hein, non. Effectivement. Voilà. Puis le second, rappelle-moi son nom, c'était. C'est Raphaël Yenko, c'est lui, c'est un habitué, hein, il me semble qu'on l'a déjà vu souvent. Voilà, lui, c'est un peu le dessinateur attitré de cette série Vador 2020, en fait. C'est lui qui a fait la plupart des numéros. Voilà. Donc, on retrouve ce style un petit peu plus réaliste, on va dire. Je sais pas si ça serait pas mon préféré non plus, je trouve. Mais étonnamment, ça se rapproche quand même de... je vous montrais des planches tantôt de Salvador Larroca. Je trouvais que justement, c'était pas si éloigné. Quand on regarde, par exemple, le visage d'Aphra, là, ah oui, effectivement. Peut-être un petit peu moins photoréaliste quand même, là, mais est-ce que j'en ai d'autres ici? Ouais, c'est ça. Au niveau trait de crayon très, très fin, dans les deux cas.
Mais bon, je suis pas un fan de Salvador Larroca, hein, fait que je peux pas. Ouais, moi pareil. Je vous vendrai pas le. En Mais tout t'as cas, raison, ouais. pour l'aspect des visages, parce qu'encore une fois, pour Larroca aussi, côté droïde, armure, vaisseau, tout ça, c'était très, très, très bien. Oui, voilà, oui, là, il n'y a pas de souci. Yenko, bah, c'est pareil. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer un petit peu au niveau des visages. Bah, moi, je préfère un peu le style de Yenko comparé à Goram, notamment l'amour, Ameda et l'empereur, hein, notamment sur Coruscant. Là. Ouais, je Là, pense qu'on l'avait plus ici, là, mais ouais. c'est un peu mieux pour Yenko, je trouve. Son Afra, tu le disais, j'aime beaucoup son Afra, très bien dessiné. Vador, pas de souci. Les scènes d'action, il n'y a pas de problème. Les droïdes, évidemment, dernier numéro, il se fait plaisir avec les droïdes, c'est très bien fait. Il y a seulement, bah, tu me diras, il y a moins d'action que dans l'arc d'avant, mais je trouve que le découpage de Goram, tu vois, il utilisait des cases de façon un petit peu foot tracks, donc c'était assez dynamique. Là, il y a aucune splash page, hormis les cliffhangers de fin numéro. Il n'y a aucune page entière, quoi. Il y a pas beaucoup c'est plus classique, ouais. Il n'y a pas beaucoup de découpage un peu stylé et tout. C'est un peu plus plat à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un numéro de dialogue entre les droïdes, beaucoup. Là. Donc, voilà, c'est beaucoup de dialogue. Il y a beaucoup plus de dialogue dans Star Trek, effectivement. Il y a un peu d'action quand encore une fois, alors tu as des espèces de mercenaires qui arrivent, qui attaquent Afra, enfin Vador, sur cette planète qui ressemble un peu à Scarif, là, un petit peu une planète tropicale, là où il y a la cantina de Afra. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce sont des mercenaires envoyés par l'empereur, en fait. C'est l'empereur qui teste encore Dark Vador depuis ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose dont on n'a jamais vu dans Star Wars. C'est l'inédit total. Là. Non, évidemment, désolé d'être aussi cynique, là, mais c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a fatigué un petit peu. Là, c'est parce je trouve qu'on tourne en rond un petit peu. Là. Ouais, non, mais t'as raison. Puis en plus, on nous rappelle qu'en 2015, donc ça va bientôt faire 10 ans, hein, ça fait 9 ans, c'est vrai. On avait exactement la même histoire encore. Donc, quand je parle de tourner en rond, là, ça fait 10 ans là, de numéros presque en continu. Il y avait juste la série, pour moi c'est ça, il y avait juste la série de 2017 avec Charles Soule qui, elle est vraiment à considérer à part de mon point de vue. Est un petit bijou, mais c'est ça. J'ai pas tant aimé celle de 2015 et celle de 2020. Malgré des prémices intéressantes, là, je trouve que ça s'est perdu dans les événements, puis c'est ça. Ouais, un peu pareil. La Vador, la première Vador 2015 était vraiment pas mal. La Vador de Soul, c'est la best. Et la Vador de Pâques, non, ça s'étiole. Et la Vador, elle n'est pas prête de s'arrêter. Hein, tu vois, Afra et Bounty Hunter s'arrêtent, mais Vador continue. J'imagine que ça va s'arrêter en même temps que la Star Wars. Là. On ne sait pas encore quand, mais évidemment, on se rapproche du retour du Jedi. Là, donc, bah, évidemment, la Vador, je me demande, c'est pas la série Star Wars Ongoing la plus vendue, plus que Star Wars même, je me dis. Dark Vador, c'est vraiment le nom. La Vador actuelle, la première Star Wars de 2015 avait continué sans arrêt jusqu'à la 2020, fait que je pense qu'on avait fait 73 numéros, quelque chose comme ça. Vrai, effectivement. Ouais, ça aussi, on avait eu beaucoup d'arcs et d'intrigues différents. Là. Puis il y avait pas vraiment. Il y avait eu deux petits crossovers de 5 numéros. Là, donc, c'était petit, ça. Bref, écoute, on peut regarder vite les couvertures aussi. Au niveau des standards, il y avait quand même de quoi attirer le regard. Là. Je montrais à l'écran celle qu'on a choisie pour l'émission de Star Wars en direct, là, mais celle avec Amidala ou peu importe là, son Sabé déguisé. Avec quand même le crâne ou, en tout cas, au moins le casque de Vador et un pistolet de Stormtrooper dans la main. Je les ai quand même trouvés cool. Moi, je dois dire, là, celle-là aussi de l'explosion, le vaisseau explosé avec des troupes rebelles. Celle-là, c'est celle qui est utilisée par Panini et Marvel pour la 4e de couverture, donc le dos. Et c'est celle qui a failli, elle était en compétition avec celle que tu as mise d'avant avec Sabé le casque, c'est celle qui nous sert de miniature, hein, et c'est vrai qu'elle est très très belle. Merci d'ailleurs à Danny, un big up à lui pour toutes les miniatures qu'il fait à chaque fois, donc ouais. Tout à fait. Et les deux autres, l'arc avec Afra, écoute, moi c'est ça, quand je disais, j'avais vraiment l'impression de tomber dans un annual ou un truc comme ça. C'est typiquement, là, puis en plus, quand ils nous mettent un sous-titre comme ça, là, ceux qui nous voient à l'écran, où est-ce que ça indique on retrouve tel personnage avec son nom, le Docteur Afra, là, donc le logo de l'autre série. Ça fait comme ça. Tu avais sélectionné quelques. Attends, mais juste les deux de Docteur Afra, enfin les deux régulières là, c'est pareil. Je les trouve sympathiques, mais je t'avoue que Afra, que ça soit l'une ou l'autre, je sais pas, au niveau du visage, il y a quelque chose qui me gêne. Donc, j'arrive pas à reconnaître la Afra
des intérieurs, en fait. Quoi. Ouais, Même celle-là, ouais, t'as dit, elle a elle une est pas très proportion. asiatique aussi. Ouais. Ouais, voilà, elle fait pas très asiatique, elle a une proportion, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, oui, très content d'avoir utilisé plutôt la première avec sa baie pour la miniature, parce que je trouve que c'est pas le choix le plus judicieux pour Panini et Marvel de prendre la quatrième. Dommage. Puis, Pas côté, de dans pitch Momoko. sélectionner des variantes, ouais. Voilà, pas de pitch Momoko cette fois, donc tu seras content de savoir qu'il n'y a pas. Non, mais après, voilà, il y en a plusieurs. Là, tu vois, c'est qui a fait celle-là? Ouais, elles sont sympathiques, tu vois, il n'y a rien de énormissime, tu vois, mais elles sont toutes très bien. Là c'est Koi Femme qui fait la 33 variante que tu montres là. Là, voilà, l'électricité, c'est un peu c'est Yanko, voilà, c'est Raphaël Yanko qui fait les intérieurs, qui a fait lui-même cette Vador très électrique, très efficace. Là, voilà, il y en a deux comme ça, donc ça c'est un peu bizarre parce que oui, alors elle est jolie, classique qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on va voir dans le. Mais voilà, c'est ça. Là la Sabé est très sympa. En plus, tu as la Sabé, l'ombre de la Sabé un petit peu maquillée, ou peut-être ça pourrait être Padmé. Si tu veux, la fameuse ombre de la reine. Ouais. Voilà. Et ces deux-là sont dessinés par Luciano Vecchio, et tu vois, elles se répondent, elles sont de profils, avec deux profils différents et tout. Mais tu vois, j'ai jamais compris pourquoi dessiner des trucs qui sont pas dans le numéro, des personnages qui sont pas dans le numéro. Là, alors je comprends, c'est peut-être pour la Pride Month ou je sais pas quoi. Ok, mais Afra aussi, elle est queer, donc tu fais une Afra et ça passe. Là, on va faire Magna Tolvan. J'adore ce perso, et Magna Tolvan, il n'y a pas de souci. Mais elle n'est pas dans le numéro, donc ça sert à quoi de se faire chier? Ouais, non, ça, les conneries marketing. Et il y avait un numéro spécial à l'ancienne, on va dire, vintage. Ça, c'est très sympa aussi, ouais. Pour les fans de comics vintage, ça fait très comics des 80s, des 70s, des 80s, avec le Vador qu'on reconnaît de cette période-là. Des années 70, je dirais. Ouais. Voilà, les tout premiers comics. Et là, tu as Ochi et Sabé en version de cette époque-là, quoi. Et l'empereur un petit peu dans la case d'en haut. Donc, c'est rigolo. Ouais, effectivement. Oui, parce que Vador, évidemment, lui, existait déjà dans ces comics-là à l'époque, mais pour les deux autres personnages, c'est du très récent. Donc... On a vu ça pour le dernier tome de Afra aussi, c'était rigolo. Et si tu veux le mentionner, il y a la cover du numéro 3 de la série de 2015. Alors c'est un peu, c'est un petit bonus aussi, mais je t'avoue que cette cover-là, est-ce que je l'ai sélectionnée? Ouais, j'avais. Ouais, elle est là. Elle est magnifique. Enfin, je trouve magnifique, quoi. Là, vraiment, surtout à l'époque, hein, c'était la découverte de ces trois personnages-là. Puis évidemment, le premier réflexe qu'on avait à l'époque, c'est de dire c'est une Han Solo version féminin et méchante, un C3PO méchant et un R2D2 méchant. Mais il faut avouer que au-delà de. Puis il y avait même un Chewbacca méchant, là, il y avait un Black le fameux. Mais il faut avouer qu'ils ont développé les personnages quand même que ça s'éloigne. Là. Mais c'était tellement caricatural, justement, dans le fameux crossover, Vador abattu, là, Vader Down, où est-ce que là, tu avais carrément les oppositions qui se battaient. Tu avais Han Solo puis Afra qui se ramassaient en duel, tu avais R2D2 puis BT, etc., 000, puis puis Black Crescentant avec Chewbacca. Fait que ceux qui n'auraient pas lu Vador abattu, c'est quand même, je pense que j'avais donné une très bonne note. Là, j'ai ça pas loin, un 90% à l'époque. C'était un bon petit numéro, là, blockbuster. Ouais. Ultra action, c'était pas mal. Fait que justement, tant qu'à être dans les notes, Jean, si je te demandais, tu donnerais quelle note à cet album-là? Évidemment, on va considérer surtout les 4 numéros inédits. Là, le souvenir de 2015, on peut passer par-dessus. Oui, complètement. Là. Moi, j'ai pas pris en compte le numéro 3 de la série de 2015. C'est une réédition, on va dire. Donc, ça, je t'avoue que ça remonterait un petit peu la note, hein, si je me prendrais en compte, parce que c'est vraiment très, très bon. Ouais, ça m'a rappelé les bons souvenirs et le début d'Afra. C'était trop bien, quoi. C'est vraiment très bien. Puis le dessin de la Roca, on l'a pas trop dit, mais c'est un La Roca qui fait pas. Là, j'aime beaucoup son style dans ce numéro-là, qui fait très. Pas copier-coller, mais qui a vraiment son style à lui, j'aime bien. Ouais, faut dire que c'est la critique pour la Roca, c'était justement du décalcage. De photos, on va dire. Là, Donc là, avec Afra, c'était pas un problème parce qu'il n'y avait pas d'actrice à décalquer. Et Vador, c'est son armure, tout ça. Mais c'est quand on voyait Luke, Han, Leia, tout ça, à un moment donné, on finissait par reconnaître les mêmes poses parce que c'est des moments clés là, des films. Mais c'est ça, dans ce cas-ci, tu as raison. Cette critique-là ne pouvait pas s'appliquer. Ouais, complètement. Pour revenir donc à ce tome-là, moi j'ai bien aimé la lecture de ce tome, hein, pas adoré de ouf non plus, tu vois, mais la relecture a été agréable, plutôt agréable, très rapide, on l'a dit.
J'aime relativement bien cette série 2020 Dark Vador, notamment à chaque fois que Sabé et les Handmaidens sont là, évidemment. Mais bon, voilà, finir avec ce arc-là, ça m'a fait quand même plaisir de terminer ça. Évidemment, 10 points de plus pour Afra, voilà, rien que le fait qu'elle soit là. Donc j'y mets au moins la moyenne. Non, mais c'est que j'exagère, mais évidemment, ça aurait été une mauvaise histoire avec Afra, j'aurais descendu. Mais là, je trouve ça relativement sympathique. Retrouver la Afra d'antan, petite mission archéologie, c'était très cool. Je reste conscient que ça reste un tome filler, en attendant Dark Druid, encore une fois. Donc moi, j'ai mis un bon petit 15. Je t'avoue que, allez, ouais, 15 quand même. Je vais rester à 15. Je recommande à ceux qui, évidemment, suivent la série Dark Vador en 100%, ne pas prendre la série par ce tome-là, évidemment. Commencez par le numéro 1 et vous verrez si vous aimez continuer. Et voilà, effectivement, commencer par celle-là, c'est nul. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Donc, non, c'est pas exceptionnel ce tome, mais bon, c'était un bon moment, quoi. Donc, voilà, petit 15. Écoute, ça va être moi le méchant cette semaine, Jean. Moi, de mon côté, je vais donner un 10 sur 20, donc 50%. Écoute, dans certaines facultés, c'est la note de passage, là. Oui, mais écoute, parce que ce soit graphique ou histoire, c'est pas dégueulasse. C'est pas du genre gentil. C'est pas... même au niveau des histoires, des fois, on a des choses... Même si là, oui, c'est du filler, mais des fois, on a vraiment du mauvais stock. Ce qui n'est pas le cas ici. Puis à l'inverse, il n'y a aucun wow, je trouve. Il y avait des belles choses graphiques, là, comme on disait, là, dans les deux cas, mais rien d'incroyable. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas le démolir, mais je ne veux pas non plus. Puis en plus, je ne comprends pas l'intérêt, ne serait-ce que les 2 numéros sur Sabé, les 2 numéros sur Afra. Je me dis, en fait, tu peux passer du 6 au 8. Et j'ai l'impression que ça changera strictement rien. Ouais, voilà. Ouais, c'est complètement ça. Mais bon. Tu sais, des fois, c'est pas grave. Là. Ça peut arriver des numéros que c'est vraiment quelque chose de complètement à part. Mais si c'est quelque chose de complètement à part, il faut que ce soit au moins intéressant. C'est pas le cas. Ouais. Là, on l'avait dit à Pâques, on lui a dit attends un peu, calme-toi. Là, il y a Dark Druid qui arrive. C'est comme si c'est ça, il y avait de l'avance, ou je sais pas, là, il manquait d'inspiration. Bon. C'est ça. En Easter egg. Ah non, tu l'as dit ta note du coup? Je sais plus. Oui, 10 sur 20, la moitié. 10, oui, la note de passage, effectivement. En Easter egg, il n'y a rien, quasiment rien. Il y a juste un truc que je trouvais relativement intéressant à mentionner, si tu me le permets. Dans le numéro 36, où tu as tous ces droïdes, là, en pagaille, tu as plein de droïdes, différentes sortes et tout. Il y a un B1 series, donc les B1, c'est les droïdes, les soldats droïdes de l'épisode 1, les normaux, les Roger, hein, comme on dit. Donc, il y en a un qui est un peu orangé, tu vois. Et les droïdes comme ça, un petit peu orangés, ils faisaient partie de l'univers Legends, et ils ont été introduits dans le jeu vidéo Star Wars Battlefront 2, mais le vieux Battlefront, c'est des années 2000, sur PS2 et Xbox, qui ressort là bientôt, justement, en remake, remaster. Là. Et donc, c'était un droïde particulier, c'était un engineer droïde, ou je sais pas quoi. Et en fait, là, comme le droïde était dessiné un petit peu avec la couleur orangée qui ressemblait à ça, les fans ont demandé à Pâques est-ce que c'est une recanonisation de ce droïde-là. Okay. C'est un détail, c'est un détail de point. Et Pâques a fait non, enfin Pâques ou Yenko, c'est plus Yenko vu que c'est la couleur. Je sais pas si on le voit là sur les premières pages. Non, on l'a pas. Non, c'est vraiment un droïde, vraiment basique quoi. On le voit. Quand j'ai vu cette anecdote, j'ai regardé au début numéro, tu le vois. Et en fait, c'était un total hasard. Et donc, Yenko et Pâques, ils se sont dit, écoutez, si vous voulez recanoniser ça, allez-y, mais c'était pas intentionnel, en fait. Tu vois, moi, j'avais pas ces connaissances-là, ou en tout cas, cette mémoire-là. J'étais plus allé avec, je pensais plus, c'était, ceux qui venaient de Geonosis, là, étaient plus foncés. À un moment donné, là, entre autres, puis même en Lego, on avait ça, tu avais les pâles, là, vraiment beige pâle. Et tu avais ça un peu plus foncé, là, mais bon, ça aussi, c'est peut-être moi. Je suis pas sûr que c'est très canon. De toute façon, même ceux qui sortaient de l'usine dans le film, sur Geonosis, avaient la couleur normale. Là, donc, voilà. Il me semble que dans la série de Clone Wars aussi, à un moment donné, on en voyait des plus foncés. Mais bon, détail. On est rendu à parler de la couleur des droïdes séparatistes. D'ailleurs, tu as vite fait, là, on a 2 minutes. La fameuse page, il y a une page rigolote que tu viens juste de mettre. Elle est où là? C'est celle-là peut-être? Où tu as les... Non, c'est pas ça. C'est celle où tu as les droïdes qui discutent du nombre de fois que Dark Vador les a détruits. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la case où ils disent, voilà, moi je vais t'écouper 2 fois, moi 2 fois, moi 5 fois, moi 4 fois. C'est Triple Zéro qui gagne la compétition. Triple Zéro qui s'est fait défoncer 5 fois. Donc c'était rigolo, des petits dialogues comme ça entre droïdes.
Vraiment débile. Voilà. Mais BT1 aussi avait été démoli. Oui, aussi. Ouais. Mais lui, il a été complètement, voilà, on le voit juste en dessous, il a complètement été fractionné en mille. Explosé. Ouais. Ça avait été crève-cœur. Ça m'avait fait un petit pincement là, cette fois-là. Ouais. Excellent, Jean. Écoute, avant de saluer tout le monde, en fait, c'est ça, sur ces critiques so-so qu'on va conclure l'émission de Star Wars en direct littérature. Comme d'habitude, on vous invite à commenter, partager, venez nous dire ce que vous avez pensé de votre lecture. Même si l'épisode est sorti depuis un certain temps, hein, si vous donnez votre avis ou c'est ça, vous posez des questions, on va interagir avec vous. Évidemment, on vous encourage à venir sur le Discord, surtout, venir discuter de tout ça. Ça peut être même de figurines. Là, Jean est en train de jouer avec un Darth Vader. Là. Je dis figurine, ça a plus l'air d'une petite statuette. Ou sais-tu comment ça s'appelait le jeu vidéo? Là? Oui, c'est ça, exactement. C'est une Infinity. Disney Infinity. Il essaie de Force Choke. Ah, ok, ouais, c'est ça. Parce que je m'en souviens pas. Il était très cool d'ailleurs le design de ces figurines-là. Oui, moi, je pense que j'ai le pot d'Amron. Excellent. J'aime beaucoup les designs. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Venez discuter avec nous. Et surtout ensuite sur YouTube, les algorithmes sont très capricieux à ça, fait que les pouces, les partages, tout ça. Qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient, Jean, pour les prochaines émissions? Évidemment, on le répète à chaque fois, mais on peut peut-être mentionner, il y a le roman là, qui vient de sortir des Firestorm. Oui, que je n'ai pas commencé encore. Hein. Mais là, peut-être au moment où l'épisode va sortir, je vais peut-être l'avoir fini, mais bon. Ouais. Moi, c'est une dizaine d'heures de lecture, donc ça va, c'est pas trop long, tu me diras. C'est moyen, on va dire, c'est moyen. Mais ça sera le prochain littérature de prévu, parce qu'en comics, les prochains comics qui sortent, ça sera en mai. Donc ça nous laisse un peu de temps à bien peaufiner cette lecture du roman Young Adult, Defy the Storm. C'est lesquels déjà les prochains? C'est les derniers Bounty Hunter puis Afra, c'est ça? Non, le prochain, ça sera le Dark Vador White, Black and Red. Ok, ouais, l'espèce d'anthologie. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Et non, pour les tomes 7 des séries suivantes, pas de nouvelles. De Panini, on verra. On va peut-être vérifier Star Wars Universe plus que Panini, parce que Panini, ils n'ont toujours pas mis à jour leur page et Dark Vador tome 7 est toujours pas affiché alors qu'il est dispo sur Amazon. Écoute, on a quand même une excellente relation, on va appeler ça comme ça, une excellente collaboration avec l'équipe de Panini. Donc, on ne veut pas les démolir non plus. J'imagine que même en Italie, il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre ou je ne sais pas, là, mais il me semble qu'à 2 jours d'une sortie, là, c'est pas. On avait noté quelques erreurs là, à l'automne. Là, c'est carrément là, les 3 albums qui sortent dans 2 jours. Il n'y a rien sur le site. D'habitude, c'est vraiment là d'avance. Oui. Il y a de quoi qui m'échappe. Là. Vraiment, là, il y a quelqu'un qui fait, soit qui ne fait pas son travail, ou comme je disais, il manque de personnel. Là. Peut-être. Mais c'est rendu que c'est par Amazon presque là, qu'il faut se renseigner. C'est un peu spécial. Ou notre partenaire Star Wars Universe, eux, ils sont à jour au niveau collaboratif. Ou Galaxy Star Wars, etc. Là, mais c'est ça. Le site, je parle vraiment le site comme tel, formellement, là, la boutique Panini, là, c'est étonnamment zéro à jour, voire des fois des belles erreurs. Mais bon. Ouais. Sinon, on aura toujours Bad Batch, j'imagine, en critique, vu que la série continue, encore pour quelques épisodes. Exact. Et puis, comme on disait, là, peut-être qu'il va y avoir un autre quoi de neuf. Là, en tout cas, on ne sait pas trop quand est-ce que l'épisode va sortir, mais tranquillement, pas vite. Après ça va être le May the 4th. Puis, après ça, le mois suivant, ça va être l'Acolyte qui va débuter. Oui. Fait que, au final, on n'aura pas beaucoup le temps de s'ennuyer. On va dire ça comme ça. C'est ça. Donc, écoute, merci Jean, de la part de toute l'équipe. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.